Une blague cruelle, mais ce qu'elle a fait ensuite a bouleversé le monde. Le mariage était annoncé comme l'événement de l'année. Dans le grand salon du manoir Whitmore, niché dans les collines verdoyantes de la Nouvelle-Angleterre, les lustres de cristal projetaient des éclats d'étoiles filantes sur les murs lambrissés. Des orchidées blanches, importées de Thaïlande, ornaient chaque table, leurs pétales délicats frémissant sous la brise des ventilateurs anciens. Les invités, en smoking sur mesure et robes de soie griffée, trinquaient avec des flûtes de Dom Pérignon millésimées, tandis qu'un quatuor à cordes jouait des mélodies de Vivaldi, enveloppant la scène d'une élégance irréprochable. Au centre de cette opulence se tenait Daniel Whitmore, 29 ans, héritier d'une fortune bâtie sur l'immobilier et les investissements pétroliers. Avec ses cheveux noirs lissés en arrière, son sourire éclatant et son charisme étudié, il incarnait l'homme qui avait tout, richesse, pouvoir, et bientôt, une épouse parfaite, Clara, une ancienne mannequin reconvertie en philanthrope. Leur union, orchestrée comme un conte de fées modernes, promettait de sceller la légende des Whitmore. Pourtant, sous les éclats de rire et le tintement des verres, une cruauté sournoise se tramait. Tout avait commencé 2 nuits plus tôt, lors de l'enterrement de vie de garçon de Daniel, organisé dans l'aile ouest du manoir, où les boiseries d'acajou et les tapis persans témoignaient d'une richesse ostentatoire. Ivre de whisky japonais et d'arrogance, Daniel, entouré de ses amis d'enfance tous issus de l'élite de la côte, lança une idée qui fit frémir l'assemblée. Vous savez ce qui serait hilarant? Inviter elle au mariage. Le témoin, un banquier d'investissement nommé Ethan, éclata de rire. Tu parles de la petite bonne? Celle qui frotte le marbre comme si c'était un hôtel? Allez, Dan, c'est mesquin, même pour toi. Intervint un autre, mal à l'aise. Daniel haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres. Juste une blague. Ça pimentera la soirée. Elle s'appelait Amara Jones, une jeune femme noire de 22 ans, au regard perçant et à la présence discrète. Depuis 2 ans, elle travaillait au manoir Whitmore, nettoyant les sols de marbre italien, polissant l'argenterie, servant des plateaux de canapé lors des réceptions, toujours invisible aux yeux des puissants. Née dans un quartier modeste de Baltimore, orpheline de père à l'âge de 5 ans, Amara avait grandi sous la tutelle d'une mère couturière qui lui avait appris la dignité comme une armure. Son emploi au manoir, obtenu par une agence, était une nécessité, pas un choix. Elle vivait dans une chambre exiguë derrière la maison d'hôte, où les murs sentaient l'humidité et où le bruit des fêtes du manoir résonnait jusqu'à l'aube. Daniel, dans sa tour d'ivoire, ne lui avait jamais adressé plus de 10 mots, toujours des ordres brefs. Nettoie ça. Serre le vin. Le lendemain matin, un majordome aux manières guindées lui tendit une enveloppe bordée d'or, son nom Amara Jones calligraphié avec soin. Monsieur Whitmore insiste pour que vous assistiez au mariage, dit-il, un sourire narquois trahissant son amusement. Habillez-vous correctement. Amara, perplexe, crut à une erreur. Une domestique au mariage de son employeur? Impensable. Pourtant, l'invitation était authentique. Elle passa la journée à repasser sa seule robe décente, une tenue rouge et blanche, achetée dans une friperie pour un gala de charité auquel elle n'avait jamais assisté. La dentelle sur les épaules, légèrement effilochée, portait la marque d'un soin méticuleux. Sans bijoux ni maquillage, elle attacha ses cheveux en un chignon serré, son visage rayonnant de cette dignité qu'aucune humiliation ne pouvait entamer. Lorsqu'elle entra dans la salle de réception, le brouhaha s'interrompit. Les regards se braquèrent sur elle, certains curieux, d'autres méprisants. Une femme en robe de satin murmura à son voisin. « Qui est-ce? Une invitée ?» Des rires étouffés fusèrent. Clara, la mariée, resplendissante dans une robe de couture incrustée de perles, ne la reconnut pas. Mais Daniel, repérant Amara depuis l'autre bout de la salle, leva sa flûte de champagne et lança, d'un ton théâtral. « Amara, tu as réussi à venir. » La musique s'adoucit, comme si l'orchestre lui-même sentait le malaise. Amara, immobile près de l'entrée, n'avait pas de place à signer. Elle n'était pas sur la liste des invités. Elle n'appartenait pas à ce monde. « Viens, entre » insista Daniel, traversant la foule pour poser un bras possessif autour de ses épaules. « C'est aussi ton grand jour, non ?» Les invités rirent, certains mal à l'aise, d'autres complices. Amara esquissa un sourire timide, ses mains serrées devant elle, et garda le silence. Elle sentait les regards peser sur elle, comme des aiguilles. La soirée s'étira, interminable. Personne ne lui parla. Les serveurs, ses collègues, l'ignorèrent,
peut-être par gêne, peut-être par ordre. Les murmures la suivaient comme une ombre. C'est qui, celle-là? Une domestique, vraiment. Pourtant, Amara restait droite, son port altier défiant l'hostilité. Puis vint le moment du dessert. Au centre de la salle trônait le gâteau de mariage, un chef-d'œuvre de 5 étages, drapé de glaçage ivoire et orné de feuilles d'or comestibles, coûtant à lui seul le salaire annuel d'Amara. Les photographes s'alignaient pour capturer le moment où Daniel et Clara couperaient la première part. Mais Daniel, son regard scintillant d'une malice cruelle, repéra Amara à l'autre bout de la salle. « Amara » cria-t-il, attirant tous les regards. « Viens prendre la première bouchée. » Un silence gêné s'installa. Amara s'avança lentement, ses pas résonnant sur le parquet. Les téléphones se levèrent, prêts à immortaliser l'instant. Des rires nerveux éclatèrent. « Vas-y, » dit Daniel, posant une main sur son épaule. « Penche-toi. » Elle hésita, son instinct lui criant de reculer. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Daniel saisit sa nuque et lui enfonça le visage dans le gâteau. Des hoquets retentirent. Les flashs des téléphones crépitèrent comme un orage. Une femme cria. Daniel, hilar, maintint sa tête dans le glaçage, la crème s'infiltrant dans ses cheveux, sur sa robe. « Allez, c'est juste une blague, » lança-t-il, relâchant enfin sa prise. Amara se redressa, le visage dégoulinant de crème, la robe tachée, les cheveux collés par le sucre. La salle sombra dans un silence glacial. Clara, la mariée, détourna les yeux, ses lèvres pincées. Même les invités les plus cyniques semblaient troublés. Amara fixa Daniel. Lentement, avec une dignité presque surnaturelle, elle essuya le glaçage de son visage avec le bord de la nappe en lin. Ses yeux, d'un brun profond, ne vacillèrent pas. Puis, d'une voix douce mais tranchante comme une lame, elle murmura. « Tu le regretteras avant le coucher du soleil. » Sans un cri, sans une larme, elle tourna les talons et quitta la salle, sa silhouette disparaissant dans l'ombre du couloir. Les murmures éclatèrent immédiatement. C'était nécessaire. Elle travaille ici, non? Daniel a dépassé les bornes. Daniel balaya les critiques d'un revers de main, riant. Relax, c'était une blague. Elle s'en remettra. Il ignorait qui était vraiment Amara. Il ignorait que le manoir qu'il considérait comme son empire n'était qu'un prêt temporaire. Il ignorait qu'une lettre scellée, remise à Amara 3 jours plus tôt par un coursier discret, devait être ouverte le lendemain matin, dans l'aile ouest du domaine. Une lettre qui allait tout changer. Les réseaux sociaux s'enflammèrent dans la nuit. Des vidéos virales, partagées par les invités, titraient « Un millionnaire humilie sa domestique en lui écrasant le visage dans le gâteau de mariage ». Les commentaires pleuvaient, oscillant entre indignation et moquerie. Sur X, un hashtag Whitmore Wedding Scandal grimpa en trending topic. Le lendemain, Daniel se réveilla dans la suite nuptiale, sans remords. Au petit déjeuner, il raconta l'incident à Clara comme s'il s'agissait du clou de la soirée. Elle devrait être flattée, plaisanta-t-il, tartinant du caviar sur un toast. Ce n'était qu'une domestique. Clara, mal à l'aise, ne répondit rien, ses yeux fixant le jardin à travers la fenêtre. Mais dans un bureau feutré de l'aile ouest, une autre histoire se déroulait. À 10 heures précises, un avocat, M. Grayson, en costume gris anthracite, ouvrit une mallette en cuir. À l'intérieur, une enveloppe scellée d'un cachet de cire rouge portait l'emblème des Whitmore. C'était le testament final d'Harold Whitmore, grand-père de Daniel, décédé 6 mois plus tôt d'une longue maladie. 5 personnes étaient présentes. Daniel, affalé dans un fauteuil, un sourire arrogant aux lèvres, M. Grayson, impassible, 2 témoins du cabinet, des notaires au visage neutre, et Amara. Elle portait une robe bleu marine, taillée sur mesure, ses cheveux tressés avec soin, aucun signe de l'humiliation de la veille. Son calme contrastait avec la tension palpable de la pièce. Daniel ricana. On laisse entrer le personnel dans les réunions privées. Maintenant, elle va nous servir le café? L'avocat, sans ciller, répondit. Mademoiselle Jones n'est pas du personnel, Monsieur Whitmore. Il brisa le seau et lut à voix haute. À mon petit-fils, Daniel. Tu as grandi dans l'opulence, mais j'ai vu l'arrogance remplacer le caractère. Tu as traité ceux qui t'entourent avec mépris, croyant que la richesse te donnait tous les droits. Tu recevras uniquement le fonds fiduciaire déjà versé. Rien de plus. Daniel se redressa, le visage blême. C'est une blague? L'avocat poursuivit, imperturbable. À Amara Jones, qui, pendant mes dernières années,
m'a offert compassion et respect, non par devoir, mais par humanité. À celle qui m'a écouté, qui a vu en moi un homme et non un nom, je lègue la totalité du domaine Whitmore, ses terres, ses biens, ses actions, et les droits de la fondation Whitmore. Un silence étouffant envahit la pièce. Daniel bondit de son siège. C'est impossible. C'est une domestique. Une moins que rien. L'avocat le coupa, glacial. Amara est la fille de James Maronga, l'homme qui a sauvé la vie de votre grand-père lors de l'incendie de l'usine Whitmore il y a 20 ans. Harold l'a pris sous son aile après la mort de son père, lui offrant une éducation et un avenir. Pour protéger son identité, il l'a employée ici sous un faux prétexte. Elle est l'héritière légale. Amara, immobile, croisa le regard de Daniel. Pour la première fois, elle parla, sa voix douce mais ferme. Tu n'étais pas censé hériter, Daniel. Tu as juste joué ton rôle. Les documents, signés et notariés, furent remis à Amara. Daniel, abasourdi, quitta la pièce en trombe, jurant de contester le testament. Mais les preuves étaient irréfutables. Harold Whitmore, dans ses derniers jours, avait tout orchestré avec une précision chirurgicale. La nouvelle éclata comme une tempête. Les gros titres envahirent les médias. L'ancienne domestique, humiliée au mariage, devient l'héritière de l'Empire Whitmore. Sur X, les vidéos de l'incident furent remplacées par des articles sur Amara, surnommée l'héritière cachée. Les invités du mariage, honteux, inondèrent les réseaux d'excuses publiques. Clara, humiliée par l'arrogance de Daniel et les révélations sur son caractère, demanda l'annulation du mariage en moins d'une semaine. Le conseil d'administration de la fondation Whitmore, choqué par le scandale, révoqua Daniel de toutes ses fonctions. Daniel quitta le manoir en silence, une valise bon marché à la main, un contraste saisissant avec l'opulence qu'il avait toujours connue. À la porte, il croisa Amara, debout dans le grand hall, désormais sa maison. Elle ne sourit pas, ne jubila pas. Elle dit simplement « Je t'ai pardonné au moment où tu m'as humilié. » Mais le monde, lui, n'oublie pas si vite. Ils ne se parlèrent plus jamais. 6 mois plus tard, le domaine Whitmore accueillit un gala de charité sous la direction d'Amara. Les lustres brillaient toujours, mais l'atmosphère avait changé. Les fonds récoltés ce soir-là iraient à une fondation pour l'éducation des jeunes issus de milieux défavorisés, un projet qu'Amara avait conçu en mémoire de son père. Vêtue d'une robe blanche en soie, taillée par un couturier local qu'elle avait choisi pour soutenir les artisans, elle rayonnait d'une assurance tranquille. Son discours, prononcé devant une foule de dignitaires, de journalistes et d'anciens invités du mariage, marqua les esprits. La dignité ne se mesure ni à l'argent ni au titre. Elle se révèle dans la façon dont nous traitons ceux que nous pensons invisibles, quand nous croyons que personne ne regarde. La salle éclata en une ovation debout. Les mêmes mains qui avaient applaudi son humiliation saluaient désormais son pouvoir, non pas celui d'une domestique, ni d'une invitée, mais celui de la maîtresse des lieux, une femme qui avait transformé une blague cruelle en une leçon inoubliable. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-le nous dans les commentaires. D'où regardez-vous? Nous sommes ravis de vous lire. À bientôt, restez bienveillants, curieux et continuez à regarder.